Papier d'identité, s'il vous plaît. Ah, la fameuse binge audio. C'est donc vous dont tout le monde parle. Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez, nous parlons ici sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de musulmans, de juifs, de blancs. S'engager, se mobiliser, lutter, beaucoup d'entre nous agissons à notre niveau pour afficher nos soutiens et faire avancer nos idées, nos valeurs, nos espoirs pour la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Dans l'univers des mouvements activistes, antiracistes et plus largement de la justice sociale, on a vu fleurir ces dernières années de nombreuses initiatives sur les réseaux sociaux notamment. Merci à elles et à eux. Dans cet épisode de Kiffe ta race, on va parler d'activisme, de pédagogie, de self-care militant et comment on contribue individuellement et collectivement à la cause. Pour en parler, nous avons invité Franck qui a créé le compte Instagram Décolonisons-nous pour nous faire part de son expérience, de son expertise et de son expérience, je pense aussi, sur la question. Salut Franck. Salut Franck. Merci de m'inviter. Merci à toi d'être là. Ton compte Décolonisons-nous est un compte de référence sur les questions d'antiracisme politique qui a près de 190 000 abonnés sur Instagram en 3 ans d'existence. Tu le définis comme un partage de réflexion, décryptage et recherche sur l'héritage colonial dans l'imaginaire collectif. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, tout à fait. C'est ça. Exactement. Merci beaucoup parce que tu as partagé plein d'épisodes de Kiffe ta race par le passé. Je pense que tu les as presque tous partagés. Donc merci. C'est toujours un des premiers à les écouter en plus. Merci. Dès le mardi matin. Moi, je suis fan depuis le début. Merci pour l'écho que tu nous as donné. Et merci d'être là parce que je suis très contente que tu viennes parler à ce micro-là. Dans Kiffe ta race, comme tu sais, nous avons un rituel. Et on demande à nos invités si il ou elle se situe sur le plan racial. Donc, Rokhaya est perçue comme une femme noire, moi comme une femme asiatique, et toi, Franck. Est-ce que tu te définis sur ce plan-là ? Oui, moi je me définis sur ce plan-là comme un homme asiatique de France. Et si je veux être plus précis, comme un sino-laotien de banlieue parisienne. C'est précis. C'est précis. Bon, déjà, là, tu viens de nous faire une révélation. Tu n'es pas une femme noire. Non, effectivement, je ne suis pas une femme noire. Parce qu'il y a plein de gens qui soupçonnaient le compte Décolonisons-nous d'être tenu par une femme noire. Oui, effectivement. Et dans les DM d'Instagram, ça m'est arrivé plein de fois qu'on s'adresse à moi en me disant toi qui es une femme noire, je vais t'inviter à tel événement et tout ça. Je fais non, mais... Non, non-mixité par contre. Hein. Voilà. C'est drôle. Ouais, c'est marrant. Hein. C'est intéressant comme des idées peuvent nous attribuer à un certain corps. Voilà. Ouais, et puis ça en dit aussi long sur qui a déjà fait bouger les lignes dans cette société et à qui on fait référence quand on parle de militantisme, en fait. Exactement. Et hélas, on n'a pas pensé à un homme asiatique avant. Non, jamais. Mais maintenant, tu vas ouvrir cette porte. En tout cas, tu vas l'inscrire dans l'imaginaire collectif. En fait, on te connaît pas. Enfin, si on te connaît pas personnellement, on ne sait pas qui tu es. Tu t'exprimais pas d'habitude sur ta personne. Oui. Tu as choisi de le faire dans Kiffe ta race en exclusivité. Pourquoi, en fait, tu t'as fait ce choix ? Pourquoi tu as pris cette décision de le faire aujourd'hui ? Parce qu'en fait, ça fait 3 ans que je reste dans l'anonymat. Et que cet anonymat, je l'avais choisi vraiment pour que les abonnés, en fait, ne s'identifient pas à la représentation que je pouvais avoir avec mon corps. Et aussi pour avoir cette liberté de sujet, cette diversité sans avoir à me justifier personnellement ou... Du coup, tu as fait le choix de nous dire qui tu étais dans Kiffe ta race pour la première fois, alors que pendant 3 ans, en fait, tu as tenu ce compte sans qu'on sache qui tu étais, aussi bien sur le plan de la position raciale que sur le plan de ton identité personnelle. Et est-ce que il y a un moment dans ta vie où tu as réalisé que tu étais perçu comme un homme asiatique ? Est-ce qu'il y a une histoire, une anecdote dans ton parcours qui t'a a été déclencheur dans cette réalisation ? Là, c'est arrivé assez tôt, dès l'école primaire en fait, même voire maternelle, avec une expérience de racisme où j'étais invité par une copine à son anniversaire et tout d'un coup, tout se passait très bien jusqu'à ce que
tout le monde autour de moi se mette à faire des ching chang chong et se tirer les yeux. Donc là, je me suis dit, c'est bizarre. C'est horrible. Ouais. Et donc là, je me suis du coup senti très mal à cet anniversaire, sans comprendre vraiment ce qui m'arrivait. Mais après, je sais plus trop la chronologie, mais à l'école également, c'était la même chose. Dans ma cité, j'étais le seul à cette époque-là asiatique de l'école. Et dans l'école, c'était à base de Shintok, tout ça. Donc au début, c'était assez compliqué, étant donné que aussi je ne parlais pas français. Ma mère m'avait appris le chinois uniquement. J'ai appris sur le tard, quoi, tout seul à l'école. Et du coup, ça m'a donné une expérience du racisme sans avoir vraiment les mots pour le définir. C'est une fois rentré à la maison, quand ma mère me voyait un peu tristounet, m'a demandé « mais qu'est-ce que t'as pourquoi t'es un peu comme ça, tu veux pas aller à l'école et tout ?» Je lui ai dit simplement ce qui m'était arrivé, qu'est-ce que ça veut dire Shintok? Et elle m'a dit ça c'est raciste. Et elle a nommé directement. Elle m'a dit ça c'est raciste, faut pas te laisser faire. T'as qu'à après avec. Ta daronne elle est badass hein. Ouais, c'est clair. Ah ouais, direct. Ouais, elle m'a dit ça, faut pas te laisser faire. Il faut être fier de toi, de ce que t'es. Ouais, elle m'a dit ça directement dès que j'étais petit. Elle m'a dit te laisse jamais faire et puis retourne-leur la chose. Bon après c'est un truc qui a aucun ancrage dans la réalité. Mais elle m'a dit traite-les de qui t'a traité, comment il est. Moi je lui ai expliqué physiquement et tout. Elle m'a dit traite-les de Frantok. C'est drôle. Du coup c'est une insulte ta mère. Voilà, c'est un peu l'inversion pour se protéger, pour se défendre. Mais c'est vrai qu'il y a aucun ancrage dans la réalité. Le Frantok va oppresser personne. Alors attention, ça va être un article de Valeurs Actuelles. Le racisme anti-blanc, Frantok, la nouvelle insulte. Mais en tout cas, ça m'a donné la force de me dire quand ça m'arrive, je sors ce truc-là, je me laisse pas faire et puis voilà quoi. Donc c'est un peu la première rencontre avec le racisme anti-asiatique. Et par rapport à ton compte, tu pensais que l'identité que tu pouvais avoir pouvait influer sur la manière dont les gens te percevaient et recevaient les différents posts que tu pouvais faire? Oui, il y avait un peu le syndrome de l'imposteur, puis cette légitimité que je pensais ne peut-être pas avoir si je me présentais, que je dévoilais qui j'étais entièrement sur le plan racial, entre guillemets. Donc, je voulais avoir cette liberté. Pour revenir à la question de tout à l'heure, je voulais avoir cette liberté. Et aujourd'hui, je le dévoile parce que je pense que pendant 3 ans, j'ai fait un peu le tour de ce que pouvait me permettre cette liberté. Alors que sur d'autres sujets où j'ai pu m'exprimer, par exemple, sur des situations d'asiophobie, on m'a reproché, par exemple, de dénoncer ça en me disant mais ça ne nous concerne pas, tout ça. Et du coup, j'avais pas... Ça ne nous concerne pas. Ouais. On sent savoir qui c'est le nous. Parce que dans Décolonisons-nous, il y a marqué nous, mais on ne sait pas qui c'est le nous. En fait, oui, mais c'est ça. Mais en fait, ça venait de n'importe qui. On me prêtait n'importe quelle identité ou n'importe quel corps. En fait, les gens projetaient sur toi. Exactement. Qui ils étaient, qui ils ou elles étaient. Voilà. Et on finalement, n'importe qui. C'est ça, et ça montre aussi qu'ils se retrouvaient aussi dans ce que je disais. Donc. Mais il y a un truc qui m'intéresse, c'est qu'il y a des gens asiatiques qui ont pensé que tu étais asiatique. Presque jamais. C'est fou quand même. Presque jamais. Tu veux dire qu'il n'y a pas de gens asiatiques qui te suivent? Non, je rigole. Il y en a. Tu vois, c'est marrant parce que du coup, tu dis qu'il y a plein de gens non asiatiques qui disaient ça n'a rien à voir avec nous. Et les personnes concernées, en fait, se sont pas beaucoup identifiés à ce qu'ils imaginaient être toi. J'ai même des membres de ma famille qui me suivaient sans savoir que c'était moi. Et qui m'ont dit, une fois qu'ils l'ont su, ah mais en fait, moi je pensais pas que c'était un asiatique. C'est dingue. Parce que moi, de mon expérience de personne asiatique en France, déjà quand une personne parlait de racisme anti-asiatique, j'étais hyper contente. Je me disais, waouh, c'est super, il parle de nous, tu vois. Et j'avais l'impression que c'était une faveur qu'on me faisait. Tu vois, je parle de vous, soyez contente. Et donc, j'aurais jamais imaginé,
moi que quelqu'un. Moi, tu sais qu'on m'a demandé si je tenais le compte. Hein. C'est vrai. Donc ça veut dire que quand même. Quand même, ouais. On a pu imaginer que c'était une personne médiatique, ouais. Mais parce que, mais c'était quelqu'un que je connaissais, donc il pensait que je faisais plein de trucs en même temps. Clairement, je n'ai pas le temps de faire ça, de faire ce que tu. Non, mais tu vois, du coup, c'est intéressant que le plus gros compte, en fait, des constructions sur les questions raciales francophones soit tenu par un homme asiatique qui est en fait la catégorie de personnes qu'on voit le moins sur les questions raciales dans l'espace public français, en vérité. Tu vois, donc du coup, je trouve que c'est paradoxal, mais c'est intéressant, tu vois. Ouais, les hommes asiatiques. Parce qu'après, il y a aussi le parcours, peut-être, qui explique cela. Oui, on va y venir d'ailleurs. Tu fais une excellente transition. On peut l'embaucher. Ah, c'est ça, on se recrute. Donc, tu as grandi en région parisienne, comme nous. Oui. Sans lien évident avec l'activisme. Donc l'activisme en ligne peut être défini comme des actions de sensibilisation, d'alerte, de mobilisation, d'éducation, de diffusion de revendications sur les réseaux sociaux en utilisant les outils numériques. Comment tu en es arrivé là, justement, et à la création du compte? Alors en fait, la création du compte, elle est arrivée un peu par hasard parce qu'à ce moment-là, j'étais plus trop sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, j'avais complètement... fermer ces comptes-là. Enfin, j'étais plus actif sur le côté personnel. Mais par contre, j'ai toujours été un peu engagé, disons, dans mes prises de position, mes convictions, du fait justement de ce parcours que j'ai eu, c'est-à-dire de personnes non blanches ayant grandi dans une cité du 94, et aussi dû dû à l'histoire familiale. Il faut savoir que mon père est décédé quand j'avais l'âge de 9-10 ans du sida parce qu'il a été transfusé suite à l'affaire du sang contaminé. Du coup, moi, je l'ai vu dépérir pendant 10 ans au niveau de sa santé. Et j'ai été témoin de tout ce que ça a entraîné autour dans la famille. L'injustice que tu ressentais, en fait. Voilà, cette injustice-là. Et puis aussi le silence que j'ai dû garder pour ne pas être pestiféré en fait dans la société, parce qu'à l'époque c'était vraiment quelque chose dont les gens avaient peur en fait. Ouais, le sang contaminé, c'est 1986, c'est ça? Voilà, c'est dans ces eaux-là. Ouais. Et, même avant, parce que en fait il a été contaminé, je crois, vers 85, un truc comme ça. Alors juste pour que les gens qui connaissent pas l'histoire comprennent, il y a eu des pochettes de sang contaminé qui étaient destinées à être transfusées pour des personnes qui en avaient besoin, qui auraient dû être en fait traitées, chauffées, bouillies, pour justement enlever le virus du sida. Et en fait, ça n'a pas été fait du fait de différentes décisions politiques qui impliquaient Laurent Fabius, Georgina Dufoy et d'autres personnalités politiques. Qui était politiques. ministre de la Santé à l'époque. Et les donc, institutions plein de gens, hospitalières également, le chef de l'Institut de transfusion sanguine. Voilà, et donc des personnes, notamment hémophiles, en tout cas, ont été transfusées avec ce sang-là et donc ont contracté le virus du HIV à l'époque. C'est ça. Et ton père fait partie des victimes. Voilà, lui, il avait une anémie, il n'était pas hémophile, mais il avait besoin de sang une fois. Ouais, et, mais voilà, c'est fou, ça a suffi à changer vraiment toute une vie, tout un destin. Et ça, c'est quelque chose qui m'a donné une conscientisation politique aussi, parce que j'ai suivi par la suite, du coup, tout ce qui est traitement médiatique, le procès, qui a duré quand même assez longtemps. Puis ça m'a fait m'intéresser aux faits de société, quoi. Et tu disais, je t'ai interrompu au moment où tu disais que justement tu gardais le silence parce que le sida c'était très très mal perçu dans les années 80, c'était vraiment une maladie. Oui, d'ailleurs c'était appelé le cancer gay, c'était relié aux personnes toxicomanes où c'était vraiment comme on peut le revoir aujourd'hui par exemple sur le Covid où on a une certaine crainte, une certaine C'est vrai que ça faisait écho à la fois à l'homophobie de la société, au relent aussi de rejet qu'on peut avoir contre les personnes qui sont addictes, dépendantes à différentes drogues. Et du coup, on a attribué cette maladie à des groupes qui étaient déjà considérés comme marginalisés socialement, quoi. Et c'est-à-dire que l'éducation, la self-éducation antiraciste que tu as partagée sur les réseaux sociaux avec ton compte, t'as fait plus de 1000 posts. Depuis 2019, ça fait plus d'un post par jour pendant 3 ans. Donc, c'est quand même un énorme travail. Donc, donc tu es autodidacte, mais ce que tu nous expliques, c'est qu'en fait,
Il y a un parcours personnel qui t'a rendu extrêmement sensible en fait aux questions sociales, de société, et qui t'ont en fait, sans être fils de militant, sans être allé dans la rue avec ta mère ou avec ton père ou quoi que ce soit, tu avais déjà la fibre de dénoncer des choses qui te touchaient dans ta chair et ta famille. Et donc, tu n'as pas de diplôme en activisme ou en antiracisme ou je ne sais pas quoi, mais mais tu t'es éduqué sur plein de sujets qui t'intéressaient, notamment, je sais qu'à travers la musique, que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Oui. Tu as beaucoup écouté d'auteurs. Je suis un enfant du rap des années 90. Et donc, du coup, oui, moi, mes modèles et puis mes inspirations, ça a été, par exemple, la Mafia Quin Free, La Rumeur, des groupes comme ça, qui m'ont accompagné toute mon enfance et mon adolescence. J'ai commencé par écouter de la musique que mes potes écoutaient. Et ma première cassette, par exemple, c'était Tonton David. Voilà. Moi, j'étais fan de Tonton David à l'époque. Après, MC Solar, etc., quoi. Et ces références-là, moi, je les ai eues à travers le hip-hop, le rap français, où des noms comme Aimé Césaire, Malcolm X, tout ça ressortait. Et c'est ce qui m'a aussi poussé à lire, par exemple, le discours sur le colonialisme dès le lycée, où j'ai commencé à vraiment m'intéresser en profondeur, à trouver des réponses à ces questions qui restaient pour moi sans réponse, finalement. Et comment sur ce temps de création de ton compte, comment tu as choisi tes posts et tes thèmes? Est-ce que c'est en fonction de tout ce que tu as lu et tout ce que, regardé? Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui débute, qui aurait l'envie de suivre tes pas? En fait, par où on commence quand on veut apprendre et qu'on veut s'éduquer et peut-être partager ce qu'on apprend? Alors, je ne sais pas s'il y a une façon de faire particulière, mais en fait, déjà moi, personnellement, je suis parti de mon expérience personnelle. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui me révolte? Ensuite, pourquoi? Et essayer de répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une société où des expériences racistes comme ça restent impunies? Ou qu'est-ce qui fait que les profs ou n'importe quelle personne dans la société n'arrive pas à identifier clairement ce qui est raciste ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'on s'accommode de ça dans la société? Et du coup, les réponses, moi, je les trouvais jamais dans les médias, forcément, seulement dans des apparitions vraiment minoritaires. Par exemple, quand je te voyais, toi, Rokhaya, passer à la télé, j'étais hyper content parce que c'était une des voix qui portait notre expérience de vie, quoi, qui était complètement niée et effacée, en fait, du discours médiatique public ou de l'imaginaire collectif. Et, donc, c'est vraiment vouloir répondre à ces questions-là qui n'ont pas de réponse. Et c'est ce qui m'a poussé à chercher, puis à voir les sources. Et puis, du coup, de source en source, on enrichit, en fait, la base de données et l'argumentaire, quoi. Donc, tu as choisi la première personne du pluriel pour le nom de ton compte « Décolonisons-nous ». Tu as une communauté qui te suit activement et il y a beaucoup d'engagement sur tes posts, c'est-à-dire que les followers commentent, partagent, likent tout ce que tu postes. Est-ce que c'est un choix pour souligner le caractère collectif de la lutte, l'importance d'être nombreuses sur ce chemin, et que c'est un work in progress d'une certaine manière, une chose en cours qui avance, mais qui est loin d'être terminée, puisqu'il y a le côté « Décolonisons-nous », donc c'est un processus qui serait en cours. Exactement, oui, c'est un processus c'est un chemin à prendre. Et je pense que c'est une réponse en écho aussi à l'universalisme qui serait réalisé. Et puis le « nous », comme tu dis, il est important parce que c'est pas nous, personnes blanches, ou nous, personnes non blanches, c'est nous dans notre intégralité, où selon chaque personne, on a des modalités différentes, mais on a un questionnement qui doit mener à une action précise et spécifique. Voilà. Et je voulais faire un petit point terminologique, parce que comme on parle d'activisme et de militantisme, est-ce que vous dites je suis militant ou je suis militante, ou est-ce que tu dis plutôt activisme? Je sais qu'il y a des gens qui parlent du militantisme comme étant une action collective qui avec des demandes très précises, des revendications extrêmement précises, une action à atteindre, ou on parle d'engagement. Est-ce que vous avez des termes particuliers que vous utilisez pour décrire votre... Je dis vous parce que je parle à la fois à Rokhaya et à Franck. Je ne viens pas juste de vous voyez Rokhaya ou de vous voyez Franck. Moi, personnellement, je me suis pas forcément tout de suite identifié comme militant ou quoi que ce soit, mais plutôt engagé.
plutôt conscient d'une certaine réalité. Mais après, je suis ouvert à... Enfin, je comprends que ça puisse déranger certaines personnes qui disent que c'est pas une action collective, c'est simplement une action individuelle, voilà. Et c'est aussi vrai, parce que je suis pas dans un collectif particulier. Et justement, moi, dans mes posts, j'ai tendance à dire que justement, les actions individuelles ne suffisent pas et que c'est l'action collective qui doit être organisée, quoi. Oui, mais l'éducation populaire, c'est quand même du militantisme aussi. Le fait que ce que tu fais, c'est l'éducation populaire. C'est-à-dire que tu vas prendre le temps de chercher des contenus, de les mettre en forme, parfois de les traduire, les sous-titrer, etc., pour les mettre à la disposition des gens pour qu'ils puissent se documenter. Et dans tes posts, tu ne te contentes pas de poster des contenus, tu les commentes, tu les décryptes. Donc, c'est quand même un travail. C'est vrai qu'il y a toujours cette idée du terrain. Et le terrain, ce serait forcément un endroit physique. Mais quand tu as 190 000 followers, ça veut dire que tu éduques en fait énormément de gens, tu vois, et tu le fais sur ton temps, donc c'est important. Donc l'espace public numérique est un terrain de combat aujourd'hui. Exactement, c'est ça. Il est aussi grignoté par des propos extrêmement violents qui sont ceux des extrêmes et donc c'est une lutte comme une autre aujourd'hui. C'est un espace de riposte d'ailleurs, parce que toi tu reprends pas mal de contenus des médias mainstream, des médias qui sont considérés comme légitimes, pour les décrypter, pour les déconstruire et déconstruire des propos qui sont passés inaperçus et qui n'ont pas été traités et décryptés comme ils auraient dû être dans ces espaces-là. Donc voilà, moi, pour répondre à ta question, j'utilise indifféremment le terme activiste ou militant quand je parle de ça, mais moi, je me définis ni comme l'une ni comme l'autre. Parce qu'effectivement, au début, quand j'avais l'association des Indivisibles, je pouvais me présenter comme militante ou activiste, mais j'ai remarqué en fait que c'était un terme qui était souvent utilisé me concernant pour me disqualifier. Mais pour disqualifier ce qui est vraiment ma profession, c'est-à-dire que je suis journaliste, je suis autrice, réalisatrice, et quand on dit que je suis militante, c'est pas que je trouve que ce soit infamant d'être militant, mais c'est pas mon boulot en fait. Je suis pas plus militante que plein de mes confrères et de mes consoeurs qu'on ne qualifie jamais comme ça, dont on va dire c'est une intellectuelle, c'est une machin, etc. Donc c'est plus parce que je tiens à ne pas invisibiliser mon travail, que je ne me définis pas comme ça, que parce que je trouve ça infamant, ça me dérange pas du tout. Tu es polémiste militante. C'est ça. Les deux métiers qui te payent pas. Et dans la vie réelle, comme sur les réseaux, il est important de se préserver. On le répète souvent dans Kiffe ta race. Enfin, c'est quelque chose qu'on a à cœur ici. D'ailleurs, c'est un espace qu'on a pensé comme étant un endroit bien traitant, comme l'a signalé Jérémy Piola, que j'embrasse, qu'on a invité récemment dans un épisode qui s'appelait Y a-t-il une culture blanche ? Et il m'a dit ça et j'ai trouvé ça hyper sympa. Enfin, et je me suis dit, mais oui, c'est ça que j'aimerais que j'aime faire. Notre sujet, c'est le racisme et ce puissant instrument de domination sociale qu'est la race. Et donc ça, c'est important si on en parle, on en parle pour s'en défaire, justement, pas pour se mettre dedans. Et toi, tu as opté pour ce pseudonyme, donc tu œuvres derrière le pseudonyme, enfin le compte Décolonisons-nous. D'ailleurs, moi, je t'appelle Franck de Décolonisons-nous. J'ai dit, aujourd'hui, on invite Franck de Décolonisons-nous. Est-ce que ce pseudonymat te protège ? Est-ce que tu fais une nette différence entre ce qui se passe sur ton compte et tes comptes perso, peut-être que tu as par ailleurs ? Et est-ce qu'il est arrivé que ce pseudonymat te retienne et qui ne t'empêche peut-être de faire ce que tu voulais ? Comment tu te préserves, en fait ? Comment je me préserve ? Est-ce que toi, ça te permet de justement pas subir directement les conséquences de ton... Tu vois, parce que quand c'est toi, ta personne, en fait, tu te fais insulter et les gens t'insultent toi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas la même chose que quand ils insultent ton compte Instagram parce qu'ils savent pas qui tu es. Ah oui, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Est-ce que ça te protège, le fait d'avoir un compte sans avoir mis ta tête ou ton nom ? Oui, effectivement, ça me protège. Ça me protège d'un certain côté parce que même moi, psychologiquement, je le prends comme justement quelque chose qui me dépasse. On attaque quelque chose qui ne me concerne pas que moi. Et du coup, j'arrive petit à petit à faire le distinguo, mais c'est vrai qu'au début du compte, quand j'étais attaqué pour ces idées-là, je le prenais un peu personnellement et puis je répondais presque à tout le monde. C'est vrai que ça m'a usé au bout d'un moment et je me suis dit que je pouvais pas continuer comme ça. Et ça m'a forcé justement à penser pourquoi est-ce que je le prenais autant à cœur, parce que mais finalement j'en ai conclu ça, quoi, que c'était plus mes idées qui étaient attaquées que ma personne. Voilà. Ça veut dire que même en ayant un pseudo, au départ, tu prenais les choses personnellement. Oui, parce que je me mettais quand même... pour moi, c'était un peu mon slogan, ça veut dire décolonisons-nous, mais c'était...
J'étais anonyme, mais je le prenais comme c'était mes idées à moi, vu que je représente que mes idées, voilà. Moi, je trouve que c'est hyper important d'avoir un pseudonyme quand on... Enfin, je trouve que ça nous permet de nous protéger d'une certaine manière sur les réseaux lorsque on partage ou bien on va à l'encontre en fait d'idées qui sont très très diffuses dans l'espace public et que ça nous permet de ne pas être personnellement, individuellement attaqué. Bon, moi c'est pas mon cas parce que je fais pas ce travail-là sur les réseaux sociaux et je n'ai pas utilisé de pseudonyme, mais quand je veux dire c'est quelque chose de très très détaché de moi en fait, voilà. J'ai utilisé des trucs comme Madame Banane, des trucs comme ça, enfin des trucs qui étaient un peu gentillés pour parler de mon blog et tout ça, mais je trouve que c'est hyper important. Et est-ce que des fois, tu as voulu dire qui t'étais et que tu te dis « Ah, maintenant, mais j'ai ce pseudo, donc je vais rester derrière le pseudo » et que ça t'a peut-être un petit peu... Il y a plein de fois où ça m'est arrivé, où j'ai voulu le dire pour déjà avoir un discours plus situé et plus concerné et peut-être plus intime. Et où je me suis restreint en disant pour l'instant je reste dans l'anonymat, et aussi parce que ça me protégeait d'une certaine violence que je pouvais recevoir en fait de certaines personnes, quoi. Il se trouve qu'on vit une époque complètement invraisemblable où le terme décolonial est décrié, alors qu'il existe des études décoloniales dans les sciences sociales depuis le 19e siècle dans de nombreux territoires du monde. Et on entend certains brandir la menace wokiste, en référence la fameuse menace wokiste qui va happer la France dans un trou noir. Donc en référence au terme woke qui signifie éveil en langue états-unienne dans un parler afro-américain du XXe siècle, donc dans un contexte très particulier, ou des dangers de la cancel culture. Donc on travaille cette fameuse culture qui abolirait toute parole contradictoire, on n'y est vraiment pas. Dans ton travail de recherche et d'analyse sur Décolonisons-nous, comment tu décryptes ces réactions conservatrices et comment ça t'affecte toi? Parce que tu as un nom qui s'appelle Décolonisons-nous, donc tu es en plein dans le wokisme. Ouais. Et dans la cancel culture, t'es les pieds dedans, là. C'est clair, mais là, du coup, c'est comment je décrypte, c'est-à-dire dans la méthode. Avec ton travail, en fait, comment t'arrives à justement décrypter ce nouveau langage des conservateurs? Comment, c'est-à-dire à travers tes posts, est-ce que j'imagine que tu as identifié justement cette nouvelle rhétorique, et toi, à travers tes posts, comment tu essaies de justement raconter autre chose et contredire ce qu'ils sont en train d'essayer de nous faire croire? D'accord. Déjà, ce qui est important, c'est de bien expliquer les vrais termes, de repartir à la base des choses, de qui a pensé quoi, et non pas de partir de leur paradigme où ils ont réinventé, ils ont tordu les sens pour les instrumentaliser politiquement. Et finalement, quand on prend le temps d'expliquer, on se rend compte que eux, ils n'ont pas le temps de comprendre de quoi ils parlent et qu'ils sont dans une urgence qui sert un peu leur intérêt et puis l'ordre établi, le statu quo dans lequel ils sont. Quand on prend aussi ce recul-là et ce temps, on se rend compte que on se rend compte en fait du système parce qu'on voit ce qu'ils ont à perdre et on voit ce qu'ils veulent maintenir en utilisant tous ces termes qui n'ont aucun sens. Et toi, tu fais le choix de reposter les absurdités dites sur l'espace public, souvent à la télé ou bien peut-être à la radio des fois aussi. Tu les repostes et tu les traduis en fait. Ça, c'est un choix de ta part de ne pas laisser ces paroles absurdes, en fait, qu'elles rendent des comptes, en fait. On parle de ça, c'est-à-dire que... parce qu'il y a un mécanisme très fréquent dans le racisme, c'est d'effacer continuellement. En fait, ce qu'on a fait avant, c'est on l'a dit, mais oh là là. C'est un dérapage. C'est une bavure. Et beaucoup de gens en fait oublient ce qui s'est passé avant et des fois on dit mais il a dit une dinguerie. Et je pense que c'est hyper important. Tu es comme un archiviste en fait de ces paroles qui ont été dites à un espace. On aime beaucoup les archivistes. Rocaille Zello est partiellement archiviste des choses. Elle a un énorme disque dur.
où elle pointe, en fait, elle sait qu'elle a des petites paillettes. Mais en 2012, il avait pas dit ça. Non, mais c'est hyper important, en fait, de savoir ce que les gens ont dit. Alors, pas parce que tu ne peux pas changer et que tu peux... Bien sûr que tu peux t'excuser et dire que tu avais dit une chose énorme et qu'aujourd'hui, tu as fait du chemin et que tu as pensé à évoluer, évidemment. Mais aussi de tenir les gens responsables de ce qu'ils ont dit et qu'on ne puisse pas laisser ce truc-là comme ça. Ah non, mais il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de suite, parce que les suites, nous, on les vit. En fait, les personnes qui subissent le racisme, elles vivent les conséquences de cette parole impuni, en fait. Il y a ce truc de reprocher, de s'intéresser à ce que ces personnes disent, mais moi je pense aussi qu'il faut le faire parce que elles ont une position de pouvoir que nous on n'aura pas, et du coup elles dictent un peu un certain débat qu'il faut il faut qu'il y ait quand même quelque part quelqu'un qui puisse débunker ça, comme on dit aujourd'hui. Et si on le fait pas, je pense que ça peut être dangereux aussi. Et du coup, je suis d'accord avec ce que tu disais à l'instant, Grâce, par rapport au fait que évidemment on a droit au pardon. Je veux dire, une fois que tu as dit quelque chose il y a très longtemps, ça peut être oublié et tout. Mais ça peut être oublié dans la mesure où la personne revient sur son propos. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as dit un truc il y a 10 ans et que tu reviens après comme une fleur, comme si c'était pas toi il y a 10 ans, qu'on va pas te ressortir l'archive en disant au fait, on n'a pas oublié. C'est juste, voilà, c'est ça, c'est que le côté, les gens ils font comme si le temps effaçait tout. Non, pour que ce soit effacé, il faut reconnaître qu'on a dit quelque chose de problématique. Et effectivement, après, ça va pas te poursuivre toute ta vie une fois que tu as reconnu que le propos était problématique. Et comme tu as beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux, notamment le réseau Instagram, tu es confronté aux violences du cyberharcèlement, ce qu'on nomme communément le trolling, des comportements qui visent à générer des polémiques, c'est comme des insultes, des menaces verbales, parfois même physiques. Comment est-ce que ça peut... je sais pas si tu as des exemples, des anecdotes de ce qui s'est passé peut-être, et comment tu gères ça? Comment tu gères ce trolling et les raids aussi? Les raids, c'est le fait d'avoir coordonné des attaques en fait en ligne visant une personne particulière, donc peut-être toi, peut-être Rokhaya, et même d'ailleurs, Rokhaya, si tu pourras répondre à ces questions, je pense que tu es aussi... tu as une expérience. Oui, j'en ai vécu effectivement, et souvent elles sont arrivées... à des moments de call-out que je pratiquais beaucoup plus au début du compte. Notamment, il y avait l'histoire du slip français, le blackface des... C'est vrai que c'est toi. Ouais, le barbouille. J'en ai fait partie, je n'étais pas le seul. D'accord. Mais à ce moment-là, oui, j'ai été repris pas mal. Oui, donc c'est une marque de vêtements français, donc fait en France, donc de sous-vêtements aussi pour hommes. Et il y avait une story d'une employée du slip français sur son temps personnel, c'était une soirée, mais qu'elle l'avait posté sur Internet. Ils avaient fait donc un barbouillage, donc un blackface. C'était une soirée à thème, donc thème c'était le racisme. et voilà. Et donc en fait, elle avait posté la story, ce qui avait été repris. Et t'avais un mec qui s'était déguisé en singe, non? Exactement. Ouais, son pote, il était en singe, il faisait le singe dans la maison et tout. C'était incroyable. C'était et donc du coup, les gens ont identifié la personne, parce que les gens maintenant, ils n'ont plus le temps, ils ont identifié la femme. Et ils ont appris qu'elle travaillait au slip français. Donc après, on a vu une photo de tous les employés du slip français, et évidemment ils étaient tous, en tout cas il n'y avait pas de noirs, et du coup effectivement tout le monde a tagué la marque, ça l'a obligé et toi tu as participé justement à cette identification, ça a obligé à se positionner, quoi. C'est ça. Et du coup derrière c'était ça a donné lieu à un raid pas possible, des centaines de messages en DM qui partaient peut-être du moins violent, comme des gens qui veulent débattre mais qui veulent juste avoir raison, jusqu'à l'insulte, puis après les menaces de mort, quoi. Et tu réponds pas à tout ça, en fait? Au début, j'ai répondu, mais ça, c'était peut-être dans d'autres situations où, par exemple, j'avais aussi parlé d'un dîner presque parfait. Sur M6. Sur M6, il y avait des gens qui s'étaient déguisés entre guillemets en chinois, avec des chapeaux pointus et qui se tiraient les yeux. Je me rappelle ça, c'était pour une soirée spéciale crêpe. Ouais, voilà. C'est pourquoi ils sont déguisés en chinois? C'était en Bretagne, et donc il y avait une personne qui avait lors le dîner presque parfait, tu sais, tu fais des dîners chez les 4 personnes là, qui sont autour de la table, et l'une des personnes avait décidé de faire une thématique zen. Ouais. Et je crois que c'était ça le truc. Et donc elle avait distribué des chapeaux coniques qu'on dit à tort
encore chapeau chinois parce que c'est pas du tout ça. Ouais. Et donc il y avait une ambiance, exotisante sur le plateau, j'ose dire. Et donc il y avait eu des calling out de M6 en fait. À ce moment-là, personne n'était chinois autour de la table, j'imagine. Ah il y avait pas de personne asiatique du tout. Oui, c'était, on était. Comme il en manquait, ils se sont tirés les yeux. Oui, ils se sont tirés les yeux. Mais à la télé quoi. Ouais, à la télé sur une grande chaîne quoi. Ouais. Et puis rediffusion, ça c'était. Mais à cette époque-là, du coup, c'était avant le call-out, je l'avais interpellé en privé avant. Et j'avais parlé à la personne en question. On a eu un long échange où j'essayais de lui faire comprendre des choses. Et elle n'a pas voulu à la fin, elle est restée dans son déni, quoi. C'était pas raciste. Non, voilà, fallait pas l'interpréter ainsi. On est tous pareils, c'est pour rigoler. T'es trop sensible, Franck. Bon, après, oui, pour revenir au raid lié au slip français, je crois que c'était un des plus violents. C'est vraiment celui-ci qui m'a valu un raid qui a duré peut-être 3-4 jours, quoi. C'est fou. Mais en fait, qu'est-ce que les gens te reprochaient ça? Je comprends pas. Je pense que c'était une occasion, en fait. C'était aussi pour dire ton compte, il nous est dangereux et on l'aime pas, quoi. Ouais. Alors moi, en termes de raid, disons, sur Instagram, en fait, moi, ça va. Les gens sont assez cool. Après, c'est vrai que je poste pas forcément exactement le même type de contenu, même si parfois je poste mes interventions dans les débats. Mais moi, c'est vraiment sur Twitter que les gens sont totalement... Enfin, vraiment, c'est là qu'ils sont totalement irrationnels, en fait. Vraiment là. Et en fait, le problème de Twitter, c'est qu'il y a un mélange entre des personnes qui s'organisent, qui sont des groupes de personnes qui sont anonymes, et des gens qui sont connus, qui, elles, en fait, vont faire semblant de t'interpeller pour débattre, mais vont, d'une certaine manière, générer, en fait, des assos, tu vois. Et c'est vrai que moi, régulièrement, mon nom se retrouve en top tweet France. Et du coup, des fois, je sais même plus. Il y a pas longtemps, il y a une copine qui m'a envoyé un message, genre, tu me l'as déjà fait il y a pas longtemps, tu m'as dit, je suis désolée, t'es entêtée. Ah oui, c'est vrai, c'est moi. Et moi, j'étais même pas au courant, je fais, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est-à-dire que des fois, tu fais rien, mais t'as un article qui paraît, et du coup, un truc que tu n'as pas du tout anticipé devient un sujet de polémique, et les gens, évidemment, ne lisent pas l'article, mais choisissent la phrase qui fait polémique, et tout le monde en parle. Donc, t'as les gens des gens de la fachosphère qui sont organisés, mais t'as des gens très connus, et du coup, ça amplifie, en fait, la visibilité du soi-disant problème, dont tu serais à l'origine, et c'est vrai que ça, c'est vraiment, c'est perturbant, quoi. Et ça m'arrive, effectivement, de même plus savoir pourquoi je suis entêtée, mais qu'on me dise, je suis désolée, c'est chaud, là, t'es entêtée. Et effectivement, je me rends compte que... Donc ouais, en fait, maintenant je le prends plus comme ça, en fait. Enfin, disons qu'il y a un mélange, il y a un sentiment vraiment d'injustice quand, en fait, il y a une mauvaise interprétation qui a été sciemment faite de ce que tu as dit, et donc tu es critiqué pour quelque chose que tu n'as absolument pas dit, et par des gens qui... Et ça, c'est le plus... Tu vois, parce que moi, qu'on s'en prenne à mes idées, mes propos, ou même à moi, par rapport à des choses que j'ai dites et que j'assume, j'ai aucun problème. Mais quand c'est vraiment déformé, c'est malhonnête, et tu sens, en fait, que t'es dépassé par la situation, et que les gens continuent, des années après, à te dire sur un plateau, oui, vous avez dit ça, et tu dis, non, mais je l'ai pas dit, en fait. Enfin, ça, c'est vraiment pénible, parce que c'est coûteux, en fait. C'est coûteux, et c'est vraiment injuste, pour le coup. Ouais, c'est vrai. Et il y a un sujet aussi qui est similaire à ce qu'on vient d'évoquer et qu'on voulait évoquer depuis longtemps, c'est ce mythe de la pureté militante. La pureté militante, c'est la course à la perfection dans les cercles d'activistes, et ça se déploie avec beaucoup d'ampleur en ligne. Donc ça pose la question, comme on a dit tout à l'heure, du droit à l'erreur, du pardon et de l'indulgence. Et en conséquence, il y a des personnes qui voudraient demander de l'aide et qui voudraient proposer de l'aide, mais qui craignent de mal faire ou de mal s'exprimer et qui au final ne le font pas. Et ça peut donner lieu, comme on a dit, à des violences, à des humiliations, à de l'exclusion, notamment via le calling out. Donc c'est le fait d'interpeller publiquement une personne en ligne en dénonçant des actes ou des propos qu'elle a pu tenir. Et ça peut livrer cette personne à du cyberharcèlement. Le calling out, c'est différent lorsque on call out une chaîne de télévision comme M6, qu'on call out une marque. Ce sont des personnes déjà morales, c'est-à-dire qu'elles sont constituées de... Enfin, c'est pas des personnes... Alors évidemment, il y a des personnes physiques, il y a un CM, un ou une CM, il y a aussi un ou une personne qui est dédiée à ce travail-là. Mais le calling out, il se fait par rapport à un symbole et par rapport à... Tu vois, c'est un poste de pouvoir, en fait. Il s'agit de pointer un système. M6, évidemment, c'est une chaîne française, privée, énorme, et qui a énormément de pouvoir. C'est-à-dire quand tu passes sur M6, je veux dire, tu touches des milliers de foyers, des millions de foyers, pardon. C'est pas du tout la même chose que lorsque
tu as une chaîne YouTube et que tu fais des vidéos, tu vois, avec tes petits poneys. Enfin, tu vois, ça n'a rien à voir, quoi. Donc, le calling out, c'est un instrument qui a permis de questionner les gens au pouvoir. Et on le confond avec le calling out, c'est-à-dire de livrer une personne en pâture parce qu'on n'est pas d'accord avec ses idées ou parce qu'on n'est pas... Enfin, une personne physique, en fait. Une personne physique qui ressent des choses, qui peut être fragile, qui peut... Enfin, même pas avec son fragilité, c'est juste une personne physique, en fait. C'est-à-dire que c'est... Et puis, dans les personnes physiques, il y a différentes personnes. Il y a des personnes qui sont en situation de pouvoir, qui ont une forme de notoriété. Donc, c'est pas pareil d'interpeller Emmanuel Macron que d'interpeller publiquement une autre personne qui aurait moins de pouvoir et qui a déjà un profil qui est susceptible de recevoir en fait des insultes. On sait que sur les réseaux, les femmes sont plus cyberharcelées que les hommes, que parmi les femmes non blanches, 34% plus que les femmes blanches et les femmes noires 84% de plus. Donc tu sais que si tu interpelle publiquement une femme non blanche, tu sais qu'elle va plus se faire insulter que si tu interpelles un homme blanc. Donc déjà, il y a cette réflexion que tu dois avoir quand tu parles de quelqu'un publiquement, même si c'est pour relayer son propos, en vérité, c'est déjà des choses qu'il faut avoir en tête. Et effectivement, interpeller Emmanuel Macron, ce n'est pas interpeller une personne qui parle de temps en temps publiquement et qui, ce jour-là, a dit quelque chose de problématique. Et je trouve que quand tu interpelles des gens qui ont un certain pouvoir, m'interpeller moi, c'est pas la même chose que d'interpeller une autre femme militante, noire aussi, qui ne s'exprime jamais et qui a fait genre une télé et qui un jour dit un truc qui est un peu glissé, quoi. Parce que moi, j'ai l'habitude, je suis visible, j'ai un certain pouvoir et je ne vis pas les choses de la même manière qu'une femme qui serait plus jeune et qui n'a pas cette habitude-là et qui n'a pas la même notoriété et donc le même nombre de personnes pour la défendre aussi. C'est aussi ça qui joue, quoi. Donc, Je me rappelle d'une fois où j'avais relayé sur Twitter la vidéo, tu sais, où Isabelle Balkany, la femme de Patrick Balkany, l'ex-maire de Levallois, qui est retournée derrière les barreaux récemment, elle avait appelé une des personnes qui travaillait avec elle à la mairie de Levallois, grainerie, une personne du sud-est asiatique. Et en fait, j'avais écrit un texte où je trouvais que ce nom était humiliant et que c'était... Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte que non seulement j'avais regretté en fait d'avoir... partagé, parce que c'est vrai que c'est une humiliation de plus que tu partages, et aussi il y a une personne derrière ce nom, enfin ce pseudonyme dégradant, et je me suis rendu compte que les gens ont vachement relayé parce que c'était une femme en fait alors c'est une femme de pouvoir blanche, ok, mais ça reste une femme et les gens tapent plus volontiers sur une femme politique ou femme d'eux parce que c'est une femme que quelqu'un d'autre. Et après, je m'étais dit, ça a pris tellement d'ampleur, je me suis dit, c'est à ce moment-là, c'est l'une des dernières fois que j'ai fait ça et je me suis dit que je le ferai plus en fait parce que je pense qu'il y a d'autres moyens, d'arriver à ce que je veux faire sans avoir à mettre ces gens-là encore face à des situations humiliantes qu'ils vivent déjà. Il y a d'autres méthodes, comme par exemple la méthode du calling in. Donc ça veut dire en fait le faire en off, le faire en privé, c'est-à-dire que si Franck un jour, je pense pas que ça arrive à Franck, mais si Franck il dit une chose que je trouve déplaisante ou fausse ou incorrecte ou j'ai son numéro de téléphone, je l'appelle en fait. Je lui dis Franck, écoute, je suis désolée. Je crois que là, je suis pas d'accord avec ce qu'elle t'a dit, ou je trouve que c'est inexact, ou j'aime pas le ton que t'as pris, et même si c'est pas agréable pour moi de le faire parce que parce qu'on a une relation, je t'aime bien quoi, mais je le ferai parce que je t'aime bien et que je n'utiliserai pas les réseaux pour dire il a dit ça, décolonisons-nous, arrêtons de suivre ce compte. Mais tu vois, ça, il y a des gens qui m'ont déjà fait et je trouve ça incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des gens que je connais, qui ont mon numéro de téléphone, qui peuvent m'écrire et tout, qui, à certains moments, et ça vraiment je l'ai vécu notamment quand j'ai décidé d'aller travailler à TPMP la première fois, donc en 2017, des gens que je connaissais qui m'ont défoncé sur les réseaux. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment coupé les ponts avec des personnes parce que je me suis dit, mais en fait, moi, mes vrais amis, donc parmi mes amis, il y a eu plusieurs réactions. Des gens qui me faisaient confiance, des gens qui étaient étonnés, des gens qui étaient en mode, t'es sûr? Mais ces gens-là m'ont appelé, en fait. Ils m'ont contacté pour vérifier que tout allait bien, que j'avais pas pris une décision complètement irrationnelle ou irraisonnée. Et il y a des gens, en fait, qui ont utilisé le fait qu'ils me connaissaient pour dire en public, alors certains étaient là genre oui, ça ne m'étonne pas du tout de Rokhaya parce que à telle réunion des Indivisibles en 2009, elle avait dit donc j'ai ça, et une personne avec qui je m'entendais très bien, qui a eu un podcast sur la sexualité des femmes noires, qui m'a défoncé en fait sur Facebook alors qu'elle me connaissait en fait. Et franchement, ça m'a choquée. Moi franchement, je l'ai virée de mes amis parce que je me suis dit mais en fait, tu me connais.
Donc, c'est quoi ton intérêt de faire un post sur moi sur Facebook, sachant que ça va occasionner des réactions négatives, alors que tu peux me contacter. Et si tu estimes que j'ai fait un choix sur le plan militant qui est problématique, mais on peut s'appeler, en fait. Et je trouve que c'est comme si, pour certaines personnes, il s'agissait d'une mise en scène d'elles-mêmes et de leur propre pureté militante. Tu vois ce que je veux dire ? De dire, moi, je suis pas comme elle. Je suis une très bonne, femme de cette catégorie-là. Et donc, je me sers de cette personne-là pour la cartonner parce que je sais qu'à ce moment-là, je peux remporter de l'adhésion sur son dos. Et c'est une manière de ne pas savoir prendre soin des gens. Parce qu'à un moment donné, je suis un individu. Peut-être que j'ai fait des erreurs, mais si tu me connais, tu m'appelles, en fait. Et franchement, ça arrive encore de temps en temps, mais c'est hyper choquant. Et les gens, moi, j'ai l'impression que les gens se servent de moi comme d'un marchepied pour exposer leur propre intégrité militante, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment choquant. Moi, ça m'est arrivé de recevoir une critique que du coup j'ai pris en compte à l'époque. C'était par rapport à quand je postais des vidéos que je ne les sous-titrais pas. Et après, j'ai été interpellé dans la forme assez durement. Je l'ai pris comme ça. Mais j'ai quand même été au contact et je lui ai expliqué mon contexte. Et finalement, j'ai quand même pris conscience que mes intentions, comme d'habitude, comme ce qu'on a l'habitude de dire, qu'elles avaient peu d'importance face aux conséquences. Parce que les conséquences, c'est que j'excluais une partie de la population en ne sous-titrant pas. Dans ce cas-là, moi, j'ai pris en considération la remarque, même si en premier lieu, j'étais pas... Enfin, la forme m'avait vraiment blessé parce que c'était dit d'une façon telle que elle me laissait pas trop de place pour pouvoir échanger. Et maintenant, je prends le temps encore plus de pouvoir faire les sous-titres. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où on nous laisse pas aussi la place pour être indulgent avec nous-mêmes. Et c'est ça qui peut aussi être problématique dans le sens où ça peut nous être mentalement préjudiciable, quoi. C'est très difficile en fait de trancher parce que du coup tu te dis qu'est-ce qui a le plus d'impact quand j'ai pas le temps, du coup je poste, je m'excuse de pas l'avoir fait et je demande à la communauté s'ils peuvent faire une transcription dans les commentaires. Ah, c'est bien ça. Donc voilà, ça m'a permis. C'est bien que le relais de ta communauté qui est grosse, quoi, tu vois, que tu puisses ne pas tout supporter en fait de tes épaules seul, puisque c'est quand même au bénéfice de toutes et tous. Voilà, mais peut-être que la personne pensait que j'étais pas tout seul derrière le compte aussi, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, ce que ça m'amène à penser après, c'est pour me protéger, je me suis dit effectivement, faut être indulgent envers moi-même et puis se dire aussi qu'on est toujours l'impur de quelqu'un. Il n'y a pas de pureté finalement. Non. Et puis de toute façon, la perfection, c'est quelque chose de complètement inhumain. C'est-à-dire que bien sûr, on fait tous les efforts pour essayer de tenir compte de tout ce qu'on peut nous dire. Et je pense que c'est important d'être à l'écoute et de se remettre en question. Maintenant, on ne sera jamais parfait parce que notre expérience nous limite et limite la compréhension qu'on peut avoir des expériences des autres. Et ça, je pense qu'il faut l'accepter en fait. Il faut accepter de pouvoir le reconnaître et s'améliorer. Mais moi, je sais que je vais dire des choses problématiques et j'espère que je serai capable d'entendre quand on me le soulignera parce que même si j'ai des aspirations immenses quant à ma capacité à faire preuve de compréhension de tous les phénomènes d'oppression, j'en suis pas capable parce que je suis une personne en fait et c'est normal en fait. On arrive à la fin de cet épisode de Kiffe ta race avec Franck du compte Instagram Décolonisons-nous, dans lequel on a parlé de plein de choses, d'activisme, de prendre soin de soi dans l'activisme. J'ai trouvé ça passionnant. Ouais. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Merci à Franck d'être venu pour nous partager ton expérience qui est vraiment très conséquente sur ces questions-là. Et puis n'hésitez pas à nous faire part de ce que... Voilà, si vous aussi vous avez des situations, vous avez été confrontés à ces injonctions de pureté dans le militantisme, vous avez voulu faire quelque chose et en fait c'était pas assez bien, vous vous posez des questions sur comment continuer à vous éduquer sur ces questions-là, n'hésitez pas à nous écrire à kiffetaras@binge.audio, nous suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook avec le @kiffetaras et le hashtag kiffetaras. Kiffe ta race est un podcast produit par Binge Audio et réalisé aujourd'hui par Adalitel El-Madani. Merci à notre productrice Naomi Titi qui a aussi géré l'édition. On se retrouve très vite pour une plongée dans les questions raciales. Merci Rokhaya. Merci Grace. Merci Franck. Merci.